Nous sommes au-dessus de la plus grande église du monde, place Saint-Pierre. Avec sa coupole, symbole de Rome et du catholicisme. Lors de l'élection d'un nouveau pape, cette coupole, une œuvre d'art réalisée par Michel-Ange, est éclipsée par une toiture beaucoup plus modeste. Ce jour-là, plus d'1,2 milliard de chrétiens n'ont Dieu que pour ce toit et cette cheminée. Habemus Papa. À chaque élection, les toits de Rome s'offrent une exposition planétaire. Il faut dire qu'ils sont le reflet d'une histoire de près de 3 millénaires. Les vestiges antiques, les coupoles, les églises et les palais racontent plusieurs époques qui se superposent et s'entremêlent. Si tous les chemins mènent à Rome, un seul permet de révéler le vrai visage de cette ville. Il faut prendre de la hauteur. Première étape de notre voyage romain, la colline de l'Aventin qui surplombe le Tibre et le centre historique. Depuis le XIVe siècle, la villa magistrale appartient aux chevaliers de l'ordre de Malte. Ce sont les héritiers des Templiers. Je viens récupérer les clés de la porte principale. De ces jardins, nous allons voir que Rome n'est pas seulement la capitale d'un État. Valérie Guillot nous promet que cette vue inédite sur les toits mérite le coup d'œil. Il y a plein de tours. Alors les gens de l'autre côté regardent par ce fameux trou de la serrure, qui est extrêmement connu à Rome, puisqu'il donne sur une perspective extraordinaire sur la coupole de Saint-Pierre. Et donc on a des lignes entières de touristes qui viennent tous les jours pour regarder donc à travers ce trou. On ouvre? Allez-y. C'est rare ça d'ouvrir. Hein. C'est très rare effectivement. Hops. Comme ça. Et là vous avez tous les curieux. Bonjour. Voilà. Vous avez exactement comme à Saint-Pierre les gens qui ont posé leurs mains sur le bois. Ah, ils ont patiné en fait. Ils ont patiné la porte et il suffit de regarder à l'intérieur et vous avez la vue magnifique sur la coupole de Saint-Pierre. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à travers ce trou, on peut voir 3 États souverains. L'État du Vatican, l'État italien et l'État souverain de l'ordre de Malte, qui n'a pas de territoire, mais qui a quand même une souveraineté. Donc 3 souverainetés qui sont superposées dans un unique trou de serrure. Je suis désolée, je lui ai fait rater sa photo. Bon ben, hop. Et voilà. L'image de cette perspective fait le tour du globe. Une grande illusion que l'on doit à un artiste qui jouait sur l'ombre et la lumière pour tromper son monde. C'est l'architecte Pyrénès, qui a entre autres restauré l'église du Prieuré, qui, vers les années 1765, a planté cette allée de verdure, du laurier, pour créer une voûte verte qui permet de concentrer toute l'attention sur la coupole de Saint-Pierre. Donc du portail, la coupole de Saint-Pierre d'ici nous semble énorme et extrêmement rapprochée. Et plus on s'avance, comme on le fait actuellement, plus la coupole, vous allez le voir, va nous paraître ridiculement petite et éloignée du prieuré. Giovanni Pirenese s'est fait connaître comme graveur. Dans ses planches, il sublime la magnificence romaine. Ici, c'est en tant qu'architecte qu'il intervient. Jardin à l'italienne, renaissance italienne, avec l'emploi du buis,
la fontaine, les arbres aromatiques, les arbres fruitiers, et la fontaine comme élément central qui permettait en fait aux frères de l'ordre, et encore aujourd'hui aux prophètes qui viennent habiter ici, de venir méditer et se reposer, se perdre et prier aussi dans ce jardin magnifique, qui n'est pas très connu à Rome et qu'on veut garder fermé au maximum. La magie opère. Saint-Pierre est à près de 4 km à vol d'oiseau du prieuré. Avec le panorama donc sur Rome, le Trastevere et la fameuse coupole qui désormais nous semble toute petite et extrêmement éloignée de la terrasse du prieuré, tout simplement. Seuls les chevaliers et leurs invités peuvent en temps normal profiter de cette vue exceptionnelle. C'est un lieu extrêmement agréable et moi j'ai vraiment une chance extraordinaire de pouvoir travailler ici, effectivement. À toutes les heures du jour et de la nuit, vous avez une luminosité qui est complètement différente. C'est ça qui est le plus beau et le plus important en fait. L'Ordre de Malte est un micro-État reconnu par plus d'une centaine de pays dans le monde. S'il n'a plus vraiment de territoire, il dispose d'un drapeau et d'une histoire qui remonte au XIe siècle. Ce dont on est sûr, c'est que les Templiers en fait ont habité ici, bien avant l'Ordre de Malte, l'Ordre de Saint-Jean. Et on a un vestige de leur présence, c'est ce puits, avec une dédicace et surtout la date, 1244. Enfin, c'est là où il y a le trésor, selon la légende. C'est ce qu'on raconte. Vous avez vérifié? Non, mais le trésor il est là devant nous. C'est un vestige extrêmement ancien et tous les gens viennent l'admirer justement, encore aujourd'hui. Depuis 2011, chaque jour, Valérie déambule dans ce labyrinthe réalisé avec du buis, un jardin typique de la Renaissance italienne. Documentaliste aux archives et interprète, elle connaît parfaitement ces lieux et ce qu'ils racontent. À Rome, les chevaliers vont trouver un toit. Aujourd'hui, avec ses 100 000 employés ou bénévoles dans le monde, l'Ordre de Malte est une puissante organisation caritative. Alors ici, nous, dans la petite chapelle Sixtine de l'Ordre de Malte, où se réunissent en fait le conseil complet d'État pour élire à chaque fois les grands maîtres de l'Ordre de Malte, depuis le 19e siècle. La salle du chapitre général a une vue extraordinaire sur la ville de Rome. Belvedere, comme son nom l'indique, qui donne sur le Trastevere, le Janicule, et toujours la coupole de Saint-Pierre qui nous observe. L'Ordre de Malte s'est installé à Rome après la prise de Malte par Napoléon en 1798. Les chevaliers, pendant une trentaine d'années, vont être en errance, à la fois en Europe et en Russie, à Saint-Pétersbourg. Et dans les années 1834, ils vont se regrouper ici à Rome, à la fois dans le palais magistral et aussi ici à la villa magistrale. Tous ces portraits sont là pour rappeler l'aspect solennel de cette salle du chapitre général. Et elle a été réalisée en plus un petit peu comme sur le même modèle de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, où vous avez en fait tous les portraits des papes qui ont été représentés dans la nef et aussi dans le chœur et le transept, avec la fameuse légende et tradition qui rapporte qu'à partir du moment où il n'y aura plus d'espace pour apposer les portraits des futurs papes, ce sera donc la fin du monde. Ici, c'est pareil, mis à part le fait qu'on a encore pas mal d'espace, donc on n'en est pas encore là. Sur la rive droite du fleuve, depuis la colline du Janicule, la statue de Giuseppe Garibaldi domine les toits de la ville. Il est considéré comme le père de l'unification italienne. Pour commémorer l'une des batailles qu'il a menées ici, chaque jour à midi, on tire une salve. Une
canonnades à blanc qui permettent aussi de synchroniser les cloches des 900 églises environ que compte la capitale. Des cloches qui rappellent le pouvoir et l'omniprésence de l'église chrétienne. Ici à Rome, certains édifices montrent que l'église ne rassemble pas seulement des hommes de foi, elle abrite également des hommes de science. À 2 pas du Panthéon, le Collège romain. Une université pontificale construite par les jésuites. Luigi Iafrate est historien et gardien d'un musée fermé au public. Il en possède les clés qui mènent à l'endroit où les jésuites ont observé et étudié la voûte céleste. Histoire, nous confie Luigi, de se rapprocher de Dieu. À chaque étage, l'historien remonte le temps. Nous sommes dans la tour Calandrelli, construite en 1787. On y faisait les observations astronomiques et météorologiques. Un peu plus haut encore, d'autres expériences. Depuis ce balcon, on peut profiter de l'une des plus belles vues sur Rome. Cet instrument s'appelle l'héliographe de Campbell-Stokes. Il sert à mesurer la durée d'ensoleillement. Les rayons convergent vers cette lentille sphérique. Ensuite, on prend une feuille de papier millimétrée qui, en fonction de l'ensoleillement, va brûler. À la fin, on fait le calcul des heures et des minutes qui correspondent à la partie brunie au centre du papier. Les jésuites profitent en fait de la contre-réforme pour mener leurs études scientifiques. Pour se rapprocher de Dieu, c'était très important pour les jésuites d'étudier les phénomènes naturels et plus encore les étoiles et le ciel. Nous sommes à plus de 60 mètres au-dessus des pavés de la vieille ville. Nous pouvons admirer un spectacle qui ne se révèle dans toute sa plénitude que lors de journées comme celle-ci. Rome à 360 degrés. Du haut de cette tour, on aperçoit la Villa Médicis, mais aussi d'autres palais romains. Pour Luigi Iafrate, le plus important en fait est juste en face. C'est l'église Saint-Ignace de Loyola, du nom du père fondateur de l'ordre des Jésuites. Le père Angelo Secchi, à partir de 1852, fait construire ici le nouvel observatoire astronomique. Car la tour Calandrelli n'était pas assez stable pour accueillir de grands télescopes, pour une observation astronomique plus efficace. Les jésuites utilisent alors les toits de l'église Saint-Ignace. Mais les fidèles ne doivent s'apercevoir de rien. En lieu et place de la coupole, ils font un trompe-l'œil. Cette coupole est très importante, car grâce à ces 4 piliers qui la soutiennent, on a pu construire le nouvel observatoire du Collège romain. Un tour de passe-passe qui permet aux jésuites de travailler avec de meilleurs instruments sans trahir le rôle que jouent les coupoles. Dans les églises chrétiennes, la coupole indique l'endroit où les fidèles sont invités à lever la tête et donc à s'élever vers le ciel. C'est une réalisation architecturale qui a pour but de favoriser une élévation spirituelle. Ici, nous n'avons pas cette fonction. Nous avons là l'observation scientifique de l'univers, des étoiles et des astres. Le père Massimo Nevola est aujourd'hui le responsable de la communauté des Jésuites de Rome. À l'époque, au XVIIIe siècle, ses prédécesseurs ont bravé bien des interdits.
Nous, les jésuites, dans notre histoire, nous avons toujours été un peu borderline. C'est la tradition de notre ordre de bousculer les frontières de la société, de la pauvreté, mais aussi les frontières de la recherche, de la philosophie, de la théologie et de la science. La peur ne nous intéresse pas, car nous avons la conviction profonde que Dieu est derrière toute chose. Nous avons été éduqués par saint Ignace à chercher Dieu partout, de l'atome jusqu'à la cime des montagnes. Une quête qu'ils ne sont pas les seuls à mener. Nous partons sur les hauteurs du mont Pincio. La Trinité des Monts, c'est une église, un couvent à cloître et une école qui accueille aujourd'hui plus de 500 élèves. Construit à partir de 1502, il faudra un siècle avant que les travaux ne soient terminés. Les rois de France financent le site et soutiennent l'ordre des Minimes et les savants qui y travaillent. Le père David nous entraîne ici dans l'une des salles les plus surprenantes du domaine. Elle n'est pas accessible au public. Alors ici, nous sommes dans le couloir de l'Astrolabe. C'est sans doute un des endroits les plus curieux de ce site. Et là où au XVIIe et XVIIIe siècle, les scientifiques qui habitaient ce lieu, les Minimes, étaient à la recherche d'une réflexion très curieuse sur le temps, comment déterminer le temps. Et là, regardez, il suffit d'ôter ce cache, quelque chose de tout à fait étonnant et même un peu magique. Quand on le découvre, le soleil vient se refléter dans le miroir et vient marquer la voûte de l'Astrolabe qui permet de déterminer l'heure. Entre les deux lignes que nous voyons ici, 9 et 10, il est à peu près 9h30, 9h35. Ce lieu est un véritable témoin des recherches que les Minimes ont menées en lien avec les scientifiques de l'époque. Et devant nous, nous voyons l'étendue de leur intérêt pour le monde, avec des villes que nous reconnaissons facilement, Jérusalem, Alexandrie, Constantinople, et même ici, Paris, Toulouse. Et on voit l'étendue un petit peu de cette curiosité. Il voulait aussi un peu maîtriser le temps ? Ou plutôt essayer de le comprendre. Essayer de le comprendre et de pouvoir en rendre compte. Voilà. Alors ce système est très complexe, hein. C'est difficile de tout comprendre ce qu'ils ont voulu exprimer, mais c'est déjà quelque chose de fantastique à admirer et à contempler. L'ordre des Minimes ne survit pas aux épreuves de la Révolution française. Une histoire agitée. Les bâtiments sont détruits et reconstruits dans le style gothique classique. Aujourd'hui, le père David est le recteur de la Trinité des Monts. Il connaît chaque recoin de son église. On peut jeter un petit coup d'œil et voilà les toits de notre église, des tuiles typiques de Rome. Et vous n'êtes pas à la fin de vos surprises. Nous devons encore monter. Seuls les religieux peuvent accéder à cet endroit. Et maintenant, je vous laisse découvrir. Il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que c'est sans doute une des plus belles vues de Rome que nous pouvons contempler en ce moment, avec cet obélisque typique du paysage romain, et puis toutes ces coupoles, ces églises, en particulier Saint-Pierre de Rome, dans le fond, qui apparaît tout à fait comme une autre des églises de Rome, alors qu'en fait, l'illusion ne nous permet pas de nous rendre compte, de réaliser la grandeur de ce monument. Le toit terrasse domine la place d'Espagne et l'un des 15 obélisques que compte la ville.
On n'y vient pas forcément tous les jours, mais c'est vrai que c'est toujours un lieu où on aime regarder Rome, penser un peu à ce qui s'y vit, de visible ou de caché, et c'est quand même toujours impressionnant. Chaque année, près de 8 millions de touristes découvrent les richesses de Rome, avec ses places, ses fontaines, ses palais princiers et ses voies piétonnes. Et là, je crois que nous sommes à peu près au bon moment pour entendre les cloches sonner. Ça ne devrait pas tarder. Je vous propose qu'on s'écarte un peu pour ne pas être assourdi. Rome est la ville aux 100 clochers. Un chiffre loin de la réalité, mais personne ne les a jamais vraiment recensés. Ils font partie du paysage, des clochers qui permettent aussi aux Italiens de se repérer dans l'espace et dans le temps. Rome est aujourd'hui la 3e destination touristique en Italie, après Florence et Venise. La star incontestée, c'est le Colisée. Il fait partie du décorum romain, trop peut-être aux yeux de certains qui finissent par l'oublier. À 81 ans, Franco Bevilacqua, lui, ne se lasse jamais de la beauté de sa ville. Je suis romain. Et je pense qu'il faut sans arrêt rappeler la beauté de cette ville, que l'on finit par ne plus voir, tellement elle fait partie de notre décor. Les passagers ne se rendent plus compte qu'ils traversent à chaque fois l'histoire de l'art. Ils ne voient plus la beauté qui les entoure, et ça c'est dommage. Ils perdent leur temps à tapoter sur leur portable. Le mobile est une grande invention, mais il nous empêche de regarder tout autour. Peintre, Franco est également l'un des fondateurs du quotidien La Repubblica. Témoin de son temps et aujourd'hui d'un passé qu'il croque avec gourmandise. Une boîte à souvenirs des beautés de l'ancien monde. Un passé bien présent, à condition de prendre de la hauteur. Il nous emmène ici, juste au-dessus de la place Navone. Une terrasse à l'abri des regards. Rome est l'incarnation de la magnificence de l'Église, du pouvoir des cardinaux. Les palais des seigneurs ou ceux des évêques, comme les églises, doivent être toujours plus somptueux et plus spectaculaires, comme dans une grande scène de théâtre. Il manque juste le lever de rideau. Rome, c'est ça, un grand spectacle. Ces dernières années, Rome s'est un peu fanée. Elle s'est dégradée à cause de la circulation, des embouteillages et des graffitis. Il n'existe pas de projet d'avenir. Pour que la ville brille comme avant, j'ai besoin de marcher en levant la tête ou de monter sur ces terrasses ou ces toits. C'est en prenant de la hauteur que l'on peut retrouver le charme et la beauté de Rome. Une ville qui est née en dehors de toute imitation. Une ville singulière avec ses toits qui se déclinent dans un camailleux de tuiles patinées par le temps. Des tuiles romaines qu'il faut changer régulièrement. Efficaces au fil des saisons, elles étaient aussi le terrain de jeu de milliers de chats. L'une des grandes caractéristiques de la ville, c'est que les chats ont disparu des toits. Car les goélands sont arrivés. Ces oiseaux sont très agressifs. Ils ont chassé les chats et ont conquis les toits de Rome. Les chats ont dû fuir dans la rue.
Arpenter les toits et les terrasses, une chance exceptionnelle. Mais que dire de ceux qui habitent dans le Champ de Mars et qui disposent de ces belvédères? Gaël de Guichin vit dans ce palais depuis 2002. Il est guide conférencier. On peut voir Rome à 4 niveaux. Le niveau des rues, ça c'est pour tous les touristes. Le niveau inférieur qui sera le niveau souterrain, les catacombes, les cryptes, où il faut pousser une grille. Le niveau des palais, c'est-à-dire il faut pousser la porte, rentrer dans une cour et découvrir le palais avec les peintures murales et autres. Puis il y a le 4e niveau, mais alors là personne ne le connaît, c'est le niveau des terrasses, comme par exemple ici. Les terrasses individuelles accessibles par les seuls propriétaires et leurs amis. On est en plein cœur de Rome, dans le cœur, pas historique, le cœur vivant de Rome. C'est-à-dire on est loin du Colisée, on est dans le Champ de Mars, c'est la seule partie de Rome qui a continué à vivre du 5e siècle après Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Et là, a été construit tous les palais, dont ce palais qui s'appelle le palais Primoli. Primoli avait épousé la petite nièce de Napoléon. Ici, on est un peu enterré, comme vous voyez, donc je vous propose de monter plus haut dans la terrasse condominiale, ce qu'on appelle, pour vraiment avoir la vue du quartier. Voilà, on monte sur la terrasse. Cet escalier, c'est un escalier qu'a emprunté Maupassant, Zola et un grand nombre d'écrivains français qui étaient les amis de Comte Primoli. Et on va maintenant sur la terrasse. Jusqu'au 19e siècle, Rome est une étape incontournable du Grand Tour, ce voyage dans toute l'Europe que se doivent d'effectuer les amateurs d'art, les collectionneurs ou les écrivains. Nous voilà sur la terrasse condominiale. Vous voyez là-bas la Trinité des Monts, vous voyez ici le fameux Albergo dell'Orso où Montaigne a passé les 2 premières nuits quand il est arrivé à Rome. Et puis, puisqu'on est dans le quartier, qu'on parle des Français, il y a là habité Chateaubriand lorsqu'il est arrivé comme ambassadeur au Palazzo Lancelotti, là habité Stendhal. Si on le sait, on trouve plein de souvenirs français. De cette position stratégique, Gaël de Guichin domine le fleuve et la Rome qu'il refuse de voir. Bon, ici, nous nous trouvons au bord du Tibre, devant lequel il y a les platanes qui ont été importés de France parce que c'était chic à l'époque. Cette autre partie de Rome qui s'appelle les Prati, qui commence par ce palais de justice, a été construite à partir de 1870 sur des prés. Et ça a sauvé Rome parce que les gens qui avaient de l'argent ont pu construire et donc on n'a pas construit dans Rome des buildings. Derrière ces arbres, c'est plus Rome pour moi. Moi, je passe pas ce pont, ou si je passe, j'amène mon passeport parce que l'air est différent, les gens sont antipathiques, on ne sait jamais, ils peuvent demander la sécession. Moi, j'y vais pas. Grand voyageur, il est sollicité par de grands musées en Amérique du Sud ou en Afrique pour exhumer les trésors oubliés. Et pour vous, Rome, c'est un peu un musée à ciel ouvert, vous qui êtes spécialiste des musées? Non, on le dit, mais c'est pas vrai. C'est une ville vivante, un musée. C'est une ville qui change énormément. Hein. Je dirais plutôt que c'est une scène de théâtre plutôt qu'un musée. Vous avez l'impression d'être un privilégié en vivant ici? Écoutez, j'aurais honte de ne pas le reconnaître. Et je dois dire que partout où j'ai été dans le monde, partout, quand on me demande où habitez-vous, je dis j'habite Rome. Partout, les gens me disent « Oh, quand vous avez de la chance ». Et j'en suis conscient, très conscient. Vous voyez, on se retrouve dans une de ces... Une chance qu'il partage ici avec de jeunes guides qui, à leur tour, souhaitent mieux connaître la ville éternelle pour y déceler ses moindres secrets. Salve. Pour les découvrir, il les entraîne dans les ruelles du Champ de Mars. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le quartier réserve bien des surprises. Cette rue, c'est la rue qu'empruntaient les pèlerins. J'arrivais à pied de Paris, ça prenait 8 semaines pour arriver de Paris. C'était des zones de haute prostitution. Ici? Pourquoi? Parce que c'était les pèlerins, faire 8 semaines à pied. Dans ces ruelles, Gaël invite les futurs guides à sortir des sentiers battus. Là, vous avez 2 palais. Regardez-les. Vous les connaissez? Ce sont des palais princiers qui ne s'offrent pas au premier regard.
Ah non. C'est ce qu'il y a de bien au bout d'un certain temps. On ne regarde pas comme les visiteurs le guide ou leur iPad, mais on lève le nez. Vous êtes pour lever le nez, vous, à Rome? Ah ben il faut lever le nez. Ah ben oui, alors si vous voulez. Ah ben vous allez voir dans la rue, on va lever le nez tout le temps. Hein. Vous voyez cette Madone là. C'était le seul éclairage qu'on pouvait avoir dans les rues jusqu'au 19e siècle. Alors dans cette rue-là, vous allez voir 11 Madones. C'est la rue des Pèlerins. À l'image de cette ruelle, le quartier ressemble à celui que les pèlerins empruntaient déjà au XVIIIe siècle. Rien n'a changé ou presque. Vous avez vu la scène, vous voyez encore une Madone. Vous voyez, si on commence à les regarder, on les trouve partout. Mais ça, vous les trouvez que dans le Champ de Mars. Passer le Champ de Mars, il n'y a rien. Vous en avez dans tous les autres quartiers, il n'y a rien. C'est inintéressant. Vous voyez ? Et pourtant, il y a le château Saint-Ange, une ancienne prison qui deviendra plus tard, et pour quelques années, les appartements du pape. De l'Antiquité à nos jours, en passant par le Moyen-Âge et la Renaissance, chaque période a ses monuments et ses adeptes. Comme le Colisée, l'amphithéâtre le plus grand jamais construit. Des moines franciscains ont décidé de se retirer sur la colline du Laventin qui domine cette arène, très bien conservée. Ordonné prêtre en 1999, Sidi Valfila dirige le monastère. Ce Brésilien d'origine est aussi artiste, peintre et sculpteur d'une matière qui aurait pu finir aux oubliettes de l'histoire. Je travaille sur un cadre avec un tissu très ancien de 1700 environ. J'ai d'abord dû le restaurer pour pouvoir l'utiliser. Mon travail consiste à donner une voix à une matière muette, en restaurant des tissus très anciens qui n'ont aujourd'hui plus aucune valeur. Je les réhabilite pour qu'ils nous parlent. Pour travailler, l'artiste prêtre a la chance de disposer d'un environnement exceptionnel. Cet espace m'inspire et me purifie en même temps. Il me permet surtout d'apprendre de la beauté. J'apprends de ce qui m'entoure, de cette beauté incroyable. C'est une vue unique sur le Colisée de ce côté-là. On peut aussi voir des lieux emblématiques de la ville comme la basilique de Sainte-Marie-Majeure, Saint-Jean-et-Paul sur la colline du Célio, et là-bas, Saint-Grégoire. Abandonnés pendant de longues années, les moines ont réhabilité ces salles et l'accès aux balcons qui entourent le bâtiment. On est au milieu de notre couvent. D'ici, on peut voir les ruines du palais impérial de Domitien. C'est l'unique vue qui surplombe ce palais. Ici, il y a les tuiles antiques romaines qui datent de 1600. On a aussi une vue sur le cloître très caractéristique de Rome. Là, on a également une vue magnifique. Une vue sur le monument de Victor Emmanuel, la colonne Trajan, la tour des Miliciens, la basilique de Maxence et l'église de Sainte-Françoise de Rome. Une vue unique. C'est la sensation de vivre dans l'histoire et de continuer à l'écrire, en dialoguant avec tout ce qui a été réalisé avant nous. À Rome, il y a un dicton qui se répète de génération en génération. Si le Colisée s'effondre, Rome tombera et ce sera la fin du monde. Pour éviter un tel drame, les autorités entretiennent le monument pour qu'il ne s'écroule pas.
L'été, au petit matin, la capitale s'efface parfois sous une brume de chaleur ou de pollution qui se dissipe lentement. Une lumière diaphane qui laisse deviner les symboles de l'Empire romain, comme ceux du Moyen-Âge ou de l'Église chrétienne. Sur la colline de l'Esquilin, nous retrouvons l'aquarelliste Franco Bevilacqua. Luca. Il tient à nous ouvrir les portes de la tour Capocci. C'est son neveu Luca qui l'habite depuis sa plus tendre enfance. À l'intérieur, rien n'a changé ou presque. Pour moi, c'est un privilège d'être ici. Nous sommes dans un temple de l'art traditionnel, l'authentique artisanat d'art. Au mur, quelques traces du travail de la famille qui battait la monnaie italienne à l'époque de la lire. Son neveu Luca a fait de cette tour qui culmine à 36 mètres son atelier. Il travaille beaucoup pour le cinéma américain. C'est fascinant, car cela me rappelle mon père, qui peignait et qui sculptait ici. C'est très émouvant de me trouver à l'endroit où lui-même travaillait. La belle terrasse là-haut, c'est un lieu où je peux réfléchir. C'est important pour ma tête. Ça l'inspire? Ça me libère l'esprit. C'est une chance exceptionnelle de se retrouver ici, car nous sommes sur l'une des tours les plus hautes de Rome. Et c'est aussi l'une des tours qui appartenait à une famille des plus importantes de la cité. Plus la famille était importante, plus sa tour était haute, ou alors elle en possédait plusieurs. Ici, c'était le terrain de jeu des enfants. À l'époque, il sautait d'un merlon à l'autre, ce qui mettait sa mère en grande panique. Là, je lui ai demandé de le refaire, mais il ne veut plus. Ma mère se réveille encore en sursaut en pensant à ces jeux. D'ici, on voit vraiment tout Rome. On peut admirer la ville d'en haut, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est une chance unique. Le Castelli Romani, Saint-Jean, les montagnes plus loin et la basilique Sainte-Marie Majeure. Tout Rome en fait. Quand je regarde ce panorama, c'est comme si je le découvrais pour la première fois. C'est merveilleux. Et vous pourriez quitter cette tour? Je pleurerai pour toujours. Je n'y pense même pas. Comme ses ancêtres avant lui, Luca n'est que le locataire. Le propriétaire, c'est le ministère de l'Intérieur. Pour conserver cet atelier, l'un de ses enfants devra prendre son relais en devenant artiste à son tour. Explorer Rome en empruntant les toits, c'est découvrir ce qui la rend plus désirable, telle cette coupole en verre au milieu des tuiles antiques. Ou ce qui l'enlaidit, comme ces forêts d'antennes d'un autre temps. Inutile aujourd'hui, leur démantèlement coûterait une fortune. Mais à Rome, il y a d'autres balafres, moins visibles celles-là. Rares sont les Romains qui connaissent leur existence. Pour les dénicher, le journaliste et écrivain Lorenzo Grassi a mené l'enquête. Il nous emmène ici, sur le toit du palais Largo Brindisi. À 30 mètres au-dessus de la circulation, il y a un témoin des heures les plus sombres de l'Italie. Nous sommes sur une très haute terrasse de Rome et autour de nous, il y a de nombreux monuments connus. La Scala Santa, Saint-Jean de Latran. Mais je veux vous montrer ce que même les Romains ne connaissent pas.
C'est un secret très bien gardé. C'est une sirène anti-aérienne de la Seconde Guerre mondiale. 52 sirènes disséminées un peu partout en ville. Le symbole de l'époque fasciste de l'Italie de Mussolini. Elles servaient à alerter les citoyens de l'imminence des bombardements. Elles produisaient un son long, lugubre et très fort. 19 juillet 1943, pour la première fois, l'aviation américaine attaque Rome. 500 bombardiers larguent 1000 tonnes de bombes. S'ils épargnent les édifices et les monuments du centre historique, les victimes sont nombreuses et les dégâts considérables. Ce câble reliait toutes les sirènes de Rome. Il parcourt encore toute la ville sur 20 km. Imaginez qu'il passe devant Saint-Pierre, rue de la Conciliation, puis par la fontaine de Trévi. Les Romains ne connaissent pas cette histoire. Je l'ai appelé le dernier secret de Rome, la toile d'araignée du pouvoir, parce qu'il permettait aussi de prévenir tous les lieux du pouvoir de l'arrivée de ces bombardiers. Rue après rue, bâtiment après bâtiment, Lorenzo Grassi remonte le fil d'Ariane et perçoit ainsi une page moins glorieuse de la ville. Cette époque où Mussolini était l'allié de l'Allemagne nazie. Mais en empruntant les toits, il découvre aussi des lieux qui ne cessent de le surprendre. En montant sur les toits des plus hauts bâtiments de Rome pour voir les sirènes, on s'aperçoit aussi à quel point Rome est verte. Rome est l'une des villes où il y a le plus d'espace vert au monde. Ici, l'on trouve d'autres sirènes comme celle-ci, qui est électromagnétique. Elle a un aimant en dessous, comme les haut-parleurs modernes. Cet entonnoir en métal diffusait le son à l'horizontale à des kilomètres et des kilomètres. L'objectif était de prévenir le plus de personnes possible. Ce bâtiment est aussi particulier, et c'est le cas de le dire. Car sur ces terrasses et dans cette cour en bas, on a tourné le film d'une journée particulière, après la guerre, avec Sofia Loren et Marcello Mastroianni. Cet endroit a servi de décor au film. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus d'une cinquantaine de films ont été tournés dans les quartiers de la vieille ville. Aujourd'hui, les touristes affluent vers les lieux mythiques du cinéma italien, comme la fontaine de Trévi, lieu incontournable de la Dolce Vita de Federico Fellini. À Rome, le célèbre réalisateur avait ses habitudes à l'hôtel Eden. Il donnait chacune de ses interviews sur cette terrasse où nous rencontrons Andrea Minus. Il est historien du cinéma. Rome est une vedette à part entière. On a eu des stars importantes comme Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Gina Lollobrigida. Mais la vraie star du cinéma italien d'après-guerre, c'est Rome. Rome, filmé il y a quelques années depuis cette terrasse dans le film La Grande Bellezza, en français, La Grande Beauté, qui a remporté l'Oscar du meilleur film étranger aux États-Unis. Filmer Rome, c'est filmer la décadence. Filmer sa beauté, mais avec un regard désenchanté. Dans ce film, on voit bien la beauté, mais on voit aussi la décadence de l'Italie d'aujourd'hui. Le film montre ce contraste. Le New York Times a titré que le film La Grande Bellezza, c'est la Dolce Vita à l'ère de Berlusconi. C'est très synthétique, mais cela reflète bien le message du film. À l'hôtel Eden, les réalisateurs italiens ont leur quartier. Et le film de Paolo Sorrentino a désormais son cocktail. Bienvenue au bar. Je suis sûrement l'homme le plus chanceux du monde. Et sûrement celui de Rome aussi. Voici mon bureau. D'ici, on peut profiter d'une vue magnifique sur toute la ville.
Une vue panoramique est très inspirante. Gabriele Rizzi fait voyager ses clients à travers les couleurs, les odeurs et les goûts. Aujourd'hui, nous allons préparer notre cocktail signature que nous avons appelé la Grande Beauté, la Grande Bellezza. Et pour donner un peu plus de corps, on ajoute une mesure de mezcal mexicain. Et par-dessus, on rajoute quelques gouttes de mandarine amère. Cela donne le côté fleuri que l'on trouve à Rome. Un parfum que l'on retrouve lorsque l'on se balade sur le marché Campo dei Fiori. Et après ça, on décore le cocktail avec une fleur de violette. La grande bellezza. Salute. Des stars du cinéma à l'étoile du restaurant gastronomique Il n'y a qu'un pas. En cuisine, c'est déjà le coup de feu pour la brigade du chef Fabio Ciervo. Il prépare ici son plat favori, à base de pâtes, forcément. C'est ce que cuisinaient les paysans quand ils emmenaient les moutons en transhumance. C'est un plat qui était accessible à tous. J'adore Rome. C'est une ville éternelle, une ville historique, emplie de culture à la fois gastronomique et historique. Travailler dans une cuisine avec une vue panoramique, c'est fondamental. Ça m'aide beaucoup dans ma réflexion et dans la création de nouveaux plats. Voilà, on met les pâtes dans la sauce que l'on a préparée. L'objectif, c'est de grandir, d'évoluer et de continuer l'aventure. Conçu à la fin du 19e siècle, l'hôtel et le restaurant ont été entièrement rénovés. Alors maintenant, la décoction de rose. Et voilà, on fait ressortir le parfum de cette manière. Les cuisines ont été installées au dernier étage du bâtiment. C'est une cuisine très lumineuse. Pour moi, cela favorise une bonne ambiance de travail. En cuisine, il faut éviter le stress et privilégier le plaisir, la sérénité, l'harmonie et le travail d'équipe. C'est ce qui fait la différence. Et puis travailler avec autant de lumière naturelle, ça permet d'être plus créatif. Voilà la cacio e pepe, avec une touche de modernité à ma façon. Bon appétit. Un environnement qui permet au chef étoilé de s'entourer des meilleurs. Angelo Musa, meilleur ouvrier de France, est son chef pâtissier. Le Français a quitté les cuisines d'un palace parisien pour l'Éden. Ensemble, ils créent ici un nouveau dessert. Ambiance détendue. Moi, je découvre un peu cet endroit et c'est assez magique. Parce que généralement, on travaille en souterrain et on voit pas grand-chose. Et là, c'est juste, on a envie de rester au travail, en fait. C'est pour ça qu'il fait 15-16 heures par jour. À moins d'une centaine de mètres des cuisines du chef Fabio, quelques palais princiers et une belle opportunité pour un multimillionnaire italien ou étranger. Un appartement haut de gamme est à vendre, un bien exclusif, rarement proposé sur le marché. Nous sommes dans l'un des appartements les plus typiques de Rome et les plus recherchés. Surtout par nos clients étrangers qui cherchent à acheter des biens qu'ils peuvent emménager rapidement. Ils veulent des terrasses avec des vues sur la ville. Nous sommes au 5e étage de ce bâtiment du XVIIIe siècle. Il dispose de 3 terrasses. Les terrasses sont l'élément le plus important pour une propriété ici. Avec la météo souvent clémente, on a des points de vue fantastiques sur la ville. Depuis cette première terrasse, nous voyons le parc de la Villa Médicis et l'Académie suisse. Nous sommes à 2 pas de la place d'Espagne et de la fontaine de Trevi. Un appartement de 450 mètres carrés, luxueusement aménagé, avec 350 mètres carrés de terrasse.
Un triplex haut de gamme. Dès sa mise sur le marché, il a trouvé un acquéreur. Nous descendons sur la terrasse du deuxième niveau. Si vous regardez, on peut voir Saint-Pierre-de-Rome et la vieille ville. Le point positif, c'est que vous êtes à l'intérieur de Rome, mais vous êtes entouré par la végétation de la Villa Borghese, qui n'est qu'à quelques mètres d'ici. Pour se payer une vue aussi exceptionnelle, les nouveaux propriétaires ont fait un chèque de 12 millions d'euros. C'est un prix assez élevé pour Rome, mais c'est facile à vendre parce que c'est très rare de trouver des terrasses aussi spacieuses et qui donnent sur la ville. Et il y a un super rooftop. Allons le voir ensemble. Nous voici au troisième niveau. C'est aussi un endroit spécial puisque vous avez un panorama très large et une vue jusqu'aux montagnes qui bordent la ville. Certains jours exceptionnels, on peut même voir la neige, ce qui est plutôt inhabituel à Rome. Et la cerise sur le gâteau, le dernier niveau de ce merveilleux appartement. Il dispose d'une vue à 360 degrés et la plus haute que l'on peut trouver ici. Pour Diletta et tous les personnages que nous avons rencontrés, il faudrait plus d'une vie pour faire le tour de cette cité si attachante et irrésistible.